Merci, Carole, et bienvenue à tous. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles non cétées du peuple algonquin. Merci à la FCAS et à tous les agents de changement qui sont ici dans la salle. Et j'aimerais commencer par souligner que nous avons des conseillers qui m'ont accompagné aujourd'hui. Le partenariat contre le cancer travaille avec plus de 50 conseillers dans le cadre de notre réseau. Je suis ravie d'être ici pour vous parler de notre examen des pratiques s'agissant de desservir les groupes sous-représentés. Et pour commencer, je tiens à dire que c'est une occasion d'écoute et d'apprentissage importante pour nous alors que nous bâtissons sur la recherche en la matière. Alors, quelques mots au sujet de qui nous sommes pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Le Partenariat canadien contre le cancer est un organisme indépendant financé par le ministère fédéral. Nous travaillons pour accélérer l'action dans la lutte contre le cancer pour tous les Canadiens. Nous travaillons en collaboration avec des organismes à l'échelle du pays. Alors, quelques mots de plus au sujet de notre étude globale qui a été commandée en 2018. L'idée était de voir comment obtenir de meilleurs résultats dans notre lutte contre le cancer. Il nous fallait entendre différentes voix. Comme beaucoup d'entre vous le savent, si vous avez des patients qui siègent au conseil, nombre de voix des groupes mal desservis ne sont pas bien représentées. On attire d'autres intervenants. Et dans le travail que nous avons fait avec Carol, nous avons constaté que ce travail évoluait. Nous sommes ravis que vous parrainiez l'événement d'aujourd'hui, car nous savons que beaucoup de gens sont aux prises avec les mêmes préoccupations et problèmes. Pour ce qui est de notre examen général, nous avons apporté des documents qui se trouvent à l'extérieur de la salle. On va les communiquer à la fin de l'événement, ainsi que sur notre site Web. Nous avons élaboré un guide de réflexion. J'en ai parlé avec certaines personnes hier soir. Ce guide pose des questions pour ouvrir la discussion. C'est très dense, je l'ai déjà souligné, mais il s'agit ici de poser des questions lors de la planification pour passer ensuite du côté pratico-pratique. Alors, pour ce qui est de nos propres leçons tirées de cet examen global, alors, deux leçons principales. Nous savons tout d'abord que la façon dont on décrit les gens peut les habiliter ou les stigmatiser. Donc, lorsque nous avons diffusé cet aperçu, nous avons parlé de l'engagement des personnes marginalisées. Si vous siégez au réseau, vous avez peut-être vu le travail fait à ce niveau-là. Nous avons eu une discussion très robuste sur la terminologie. Beaucoup de gens ont souligné qu'utiliser la terminologie, le langage, peut déstigmatiser. On utilise certains termes dans tous les systèmes de santé ici à l'étranger, mais nous avons pensé qu'au fur et à mesure de notre prise de conscience, faire évoluer le langage. Alors, nous parlons des personnes mal desservies, en anglais underserved. Depuis cet examen, le partenariat a été très occupé. Nous tirons des leçons de cette étude pour mettre en pratique certaines des leçons dans le cadre d'une consultation nationale à l'échelle du pays, s'agissant de rafraîchir, de renouveler, si vous voulez, la stratégie de lutte contre le cancer.
Nous en sommes à l'étape de l'analyse des données. Nous échangeons avec les gens individuellement dans le cadre de notre méthodologie et un rapport va être soumis au ministre de la Santé en 2019. Donc ce balayage a informé tous ces efforts et nous en aurons davantage à dire sur ce que nous avons appris s'agissant de rafraîchir la stratégie de contrôle et aussi au sujet des leçons en matière d'engagement. Alors voici la diapo que nous avons préparée pour une présentation, mais j'aimerais me concentrer sur les approches multiples que nous avons utilisées dans ces séances en ligne et en personne, surtout dans le contexte des séances en tête-à-tête au niveau communautaire. On s'est délibérément axé sur l'engagement auprès des groupes mal desservis à l'échelle du pays. Nous avons travaillé avec Helen Knowlton, notre conseillère consultante. Elle fait beaucoup de consultations à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a eu les séances en tête-à-tête au niveau communautaire. Il y avait beaucoup de canaux que les gens pouvaient utiliser pour la rétroaction, pour ce qui est des priorités en matière de soins contre le cancer, ce qu'il faut envisager pour les 10 prochaines années. Le public est intervenu. On a eu des séances ponctuelles organisées à l'échelle du pays. Donc, quelques mots maintenant sur notre approche, en misant sur les mal desservis. Voici une autre leçon. On parle des suspects habituels, c'est un terme consacré. Donc, c'était un autre faux pas linguistique. Si vous connaissez Carolyn Canfield, qui est défendresse des patients, elle a réagi à cela. Elle n'aime pas ce terme. On entend par là les personnes membres de la classe moyenne et qui appartiennent à un segment démographique. Elle dit « il est difficile pour moi de livrer mon expérience » et elle trouve ce terme stigmatisant. Donc, de part et d'autre, il nous faut être conscients des problèmes. Alors, voici certains des critères. En fouillant plus loin, voici certains des groupes avec lesquels nous avons été partenaires. Donc, nous sommes allés chercher des leviers par le biais de notre travail de Mme Knowlton pour vraiment miser sur des groupes confrontés à des obstacles s'agissant d'accéder aux soins de santé, notamment contre le cancer. Beaucoup de ces groupes étaient à l'extérieur des soins de santé, des groupes communautaires notamment, touchant à différents segments socio-économiques, des programmes axés sur les immigrants, les services de logement social torontois. Alors nous voici, on échange les constats du balayage. Et je dirais que ça évolue, c'est un point de départ pour nous. Il y a des leçons clés que nous voulons échanger, partager tout de suite, mais il y en aura de plus en plus au fur et à mesure de notre travail. Les constats valident ce que beaucoup de professionnels savent peut-être déjà. Ça nous permet de poser des questions, de réfléchir alors que nous entamons la discussion et tirons des leçons à l'échelle du pays auprès de nos collègues. Alors, pour ce qui est du contexte, encore une fois, j'ai parlé des résultats de santé, des résultats en matière de lutte contre le cancer, en disant que les résultats sont pires pour certains groupes sur la base du revenu, du statut d'immigrant et du lieu de résidence. Les personnes avec des faibles revenus ont tendance à avoir un plus lourd fardeau côté cancer. Il faut aussi traiter des disparités qu'il faut comprendre au niveau des valeurs et des préférences de ceux qui sont confrontés à des barrières et des obstacles sociaux, démographiques. On a parlé des barrières à la santé hier et l'OMS a une définition. On parle des conditions socio-économiques et de la distribution au niveau de la population. On peut parler environnement, niveau d'études, tout obstacle qui empêche les gens d'être aussi en bonne santé que possible. Dans le cadre de notre propre travail, nous faisons des rapports de rendement. Nous sommes axés sur la science, sur les preuves. Notre propre rapport confirme ces constats que vous voyez à l'écran. Et changer cette situation inacceptable repose sur la compréhension des personnes qui ne sont en général pas à la table.
Pour ce qui est du futur, il y a beaucoup de travail. Je vous encourage à aller sur notre site web pour voir ce que nous faisons au sujet des meilleures pratiques. Les plans de partenariat fonctionnent en contexte. Il faut donc fouiller tous les facteurs. Alors voici un cliché visuel. On parle des objectifs en matière d'équité. L'équité est l'un des 5 piliers. On parle de maximisation des données, d'utiliser les données pour des soins de santé efficaces, axés sur la personne. Il faut créer des systèmes axés sur l'individu. Et voilà ce qui a débouché sur le balayage, le fameux scan, comme on dit en anglais. Alors, certaines des méthodes que nous avons employées, très brièvement. Alors, nous avons organisé une équipe à l'interne. Nous avons travaillé avec Capel à l'Université de Waterloo, Population Health. Nous avons examiné 25 études examinées par les pairs. Nous avons examiné des systèmes dans d'autres pays et avons mené 9 entrevues d'informateurs clés, surtout des chefs de file canadiens qui avaient fait beaucoup de travail engagé avec des groupes mal desservis. Julia Abelson. Certains d'entre vous sauront qu'elle est très respectée. Et Amy Marks, coprésidente du Forum sur la consultation auprès des familles à l'hôpital pour enfants de Montréal. Et on les a interrogés sur leur expérience directe. Mais on a également examiné des processus avec les groupes mal desservis et on leur revenait avec des thèmes émergents. Alors, qui a-t-on examiné dans le cadre de ces études? 3 groupes: minorités ethniques, raciales, personnes aînées, personnes à faible revenu. Alors, les critères. J'ai abordé cet aspect au tout début, mais pour fouiller cela davantage, alors nous voulions un élément évaluation. Les études devaient poser une question fondée sur des valeurs. Il fallait que ça ait lieu au Canada ou dans des pays comparables. Et la durée du processus, ça pouvait être un jour ou en continu, des journées multiples, des semaines multiples ou en continu. Alors, notre définition 1 pour ce qui est de ce balayage, cet examen global. Comme nous le savons, après la discussion avec le groupe principal, nous avons voulu définir quels sont ces groupes mal desservis. Différents organismes utilisent différents termes. De manière générale, on parle de groupes qui ne sont pas pleinement intégrés dans la société du fait de différentes barrières, différents niveaux d'habilitation. Donc, je vais lire la définition. Ceux qui ne sont pas pleinement intégrés dans la société, ces groupes se voient refuser des possibilités de participer à part entière à la société du fait de manque de ressources économiques, de connaissance de leurs droits politiques, de reconnaissance ou d'autres formes d'oppression. Donc, il y a la dynamique pouvoir et on en a entendu parler. Carole a évoqué certains de ces éléments. Hier soir, on en a parlé. Il y a des termes autres: marginalisés, vulnérables, difficiles à joindre, désavantagés, défavorisés, mal desservis, à risque ou à risque élevé. Et lors de la discussion de mise en contexte, d'aucuns ont voulu demander aux groupes eux-mêmes, le groupe marginalisé ressent la définition comme étant un facteur discriminatoire au départ. On passera aux questions et réponses après cette discussion, mais on voulait ouvrir le débat avec cette question amorce. Comment avez-vous décidé quelle terminologie employer en faisant référence à des groupes mal desservis? Et j'aimerais beaucoup que certains d'entre vous réagissent à cela. Encore une autre définition d'orientation. Alors, participation publique délibérative. Si vous connaissez le spectre au niveau international, ça va d'informer, éclairer à habiliter. Et la participation publique délibérative
se trouve à un extrême de la fourchette. Il s'agit de préparer les gens à dialoguer avec vous de manière éclairée. Alors, qu'entend-on par participation publique délibérative? C'est un processus de participation utilisé pour engager le public dans la résolution collective de problèmes et la prise de décision. Il s'agit de parvenir à une compréhension commune, discerner les valeurs partagées, identifier des compromis acceptables. Dans le cadre de notre balayage, de notre examen, on a identifié 25 de ces processus avec des jurys, des délibérations démocratiques, des panels, des dialogues. Il s'agissait là de méthodes dans le cadre d'un contexte axé sur les objectifs. Alors, vous pourrez vous renseigner sur ces différents mécanismes dans le cadre du rapport. Alors, facteur déterminant. Donc, comment avoir un jeu gagnant pour le dialogue? Alors, nous avons misé très largement sur les méthodologies qu'utilisent les gens, comment les technologies ont été intégrées à ces méthodologies. Alors, l'une des leçons clés, et ça n'est guère étonnant, la confiance est essentielle. Il faut asseoir la confiance avec les participants et pour ce faire, ils doivent se sentir appréciés, ils doivent être en sécurité et ces personnes sont plus susceptibles d'être intimidées par les barrières. Richard Harver a dit « La confiance résulte de nos actes au fil du temps ». Donc ça se dissipe et il est beaucoup plus facile de perdre la confiance que de l'établir. Donc, il faut de la transparence, il faut être sensible à l'engagement et aux besoins des groupes visés. Pour appuyer les participants, il faut leur demander ce qu'il leur faut pour apprendre et il faut le faire très tôt dans le processus. Donc, un exemple dans le cadre de notre plus récente stratégie de lutte contre le cancer, le dialogue et le partenariat avec ces 15 groupes sociaux à l'échelle du pays. On avait établi des relations, HK aussi. Par exemple, on a travaillé avec le Toronto Community Housing, logement communautaire à Toronto. On a demandé aux coordonnateurs d'interroger les participants quant à leurs besoins. Et ils nous ont aidés pour ce qui est du design du dialogue lui-même, leurs besoins, ce qu'il leur faut dans leur communauté. Et avec les groupes mal desservis, la clé, c'est de faire en sorte que ce soit aussi facile d'accès que possible. Donc, il faut aller vers les groupes, aller là où ils se trouvent. On l'a fait. Les gens nous ont dit qu'ils voulaient la séance dans leur collectivité, avec de l'alimentation et des cartes cadeaux. On sait qu'il n'est pas facile d'interagir avec eux. On a bâti une structure. Et pour ce qui est des cartes cadeaux, le partenariat est en train d'élaborer une politique de compensation par le biais de différents mécanismes. Il se fait du travail à tous les niveaux, s'agissant de savoir quand et comment dédommager les gens. Temps, argent, habilitation, etc. On demande beaucoup s'agissant de livrer le vécu. Passons maintenant à la deuxième partie, préparer le terrain pour réussir d'entrée de jeu. Alors, comment asseoir la confiance? Alors, les processus à couches multiples, à long terme et bien conçus, ont le plus grand potentiel d'impact sur le changement à long terme. Il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de panacée. Il faut tenir compte des variables dans la participation et le design. Donc, la confiance perçue dans un processus de 2 jours et demi, par exemple, c'est préféré par rapport à une séance d'une seule journée parce qu'on a plus la possibilité d'établir une relation. On peut établir la confiance au préalable en incluant des consultations avec le groupe cible avant de se lancer. Il y a un exemple américain qui était intéressant aussi. Je pense que c'était dans le Wisconsin. Il y a eu un dialogue dans le cadre duquel l'idée était d'examiner l'histoire raciste pour guérir. Et on a proposé
une vidéo interviewant des résidents parlant d'incidents racistes et un exercice en table ronde. Donc, il s'agissait de faire le ménage et d'établir le ton avant de creuser les questions. L'autre élément, pour ce qui est du design, pour la réussite, donc élément de conception, et ça n'est pas nouveau, la clarté de l'objectif. Il faut que ce soit clair pour que les gens comprennent pourquoi ils sont là et ce qu'ils peuvent ajouter, quelles perspectives ils peuvent contribuer. On a également parlé des animateurs. Donc, il y a des deux volets. Une leçon clé qu'il faut garder à l'esprit pour ce qui est de l'engagement de la population. Les personnes mal desservies ne connaissent peut-être pas très bien les processus gouvernementaux, donc il faut tirer au clair l'importance des contributions à court terme dans le contexte du changement à plus long terme. Donc, au niveau politique, nous savons que le changement est cumulatif, progressif et organisationnel. Si on n'est pas clair au niveau décisionnel quant aux personnes touchées, ça amène plus d'aliénation et un manque d'engagement. Les gens se disent « Oh, rien n'a changé, on ne nous a pas parlé, etc. » Donc, les participants doivent avoir des attentes réalistes quant à l'impact de leur participation sur les décisions. Et il faut être très clair quant à ce qu'on demande dans notre cas, pour ce qui est du dialogue sur le cancer. On voulait entendre parler des barrières, des obstacles auxquels les gens sont confrontés. Donc, les questions étaient axées là-dessus. Et quelle perspective unique est-ce que les gens apportent? L'autre aspect clé pour ce qui est de la facilitation de l'animation, ça coule de source, c'est évident, mais c'est d'autant plus important pour ces collectivités que l'animation se fasse bien, parce qu'on traite avec des personnes qui ont des problèmes de littératie, d'analphabétisation, et il y a des cadres culturels distincts, d'autres facteurs. Donc, il faut tailler sur mesure le processus en fonction des besoins de l'auditoire que vous voulez engager. Donc, il faut co-concevoir au lieu d'imposer une structure. Et la co-conception doit tenir compte de certains éléments lorsque c'est faisable, bien sûr. Exemple tangible, dans le dialogue avec les victimes de cancer et les patients, la facilitation de l'animation, c'est essentiel parce qu'on veut amener des améliorations au niveau du système. Mais il faut utiliser un bon rythme, il faut être respectueux et tenir compte du vécu des gens. Parfois, ils vous livrent ce qu'ils ont vécu de pire dans leur vie. Donc, il faut un rythme et une approche différente pour ces groupes comparativement à d'autres processus généraux où les gens se présentent tout préparés et ils ont tout lu, ils sont bien documentés. Ici, c'est un engagement différent. Et Claudia et Devenicha auront peut-être quelque chose à ajouter pour ce qui est des récits à partager. On y viendra peut-être plus tard. Alors, poursuivons. L'autre groupe clé, ou l'autre aspect clé, c'était la composition des groupes. Il faut bien réfléchir à cela. On a parlé hier des croisements, de l'intersectionnalité, et c'est très important, cet aspect. Dans certains cas, on a besoin de groupes homogènes. Dans d'autres cas, des groupes mixtes donneront plus de résultats. Il faut comprendre la dynamique de groupe. Lors de notre récente consultation, on a opté pour des groupes plus homogènes pour que les gens se sentent plus à l'aise. Par exemple, dans les groupes avec des rôles très sexo-spécifiques, c'était important, au lieu d'avoir des femmes seules. Donc, pour ce qui est de l'intersectionnalité, comme un poète l'a dit un jour, on renferme des multitudes. Les gens ont peut-être un certain aspect, mais s'identifient peut-être tout à fait différemment. Donc, il faut voir les gens de manière holistique pour comprendre le cancer dans son entier. Je ne parle pas juste du vécu dans le milieu des soins de santé. Pour ce qui est de la technologie maintenant, le balayage nous a éclairé pour ce qui est de l'engagement général. Mais pour les groupes mal desservis, on sait que l'engagement n'est qu'un volet d'une stratégie, parce que pour les groupes mal desservis, la confiance, pour l'asseoir, il faut un face-à-face. Lorsqu'on intègre ces outils, il faut être sensible à cela. Et
On souligne aussi que les stratégies fondées sur Internet peuvent écarter des groupes de leur participation, même si vous avez les meilleures intentions au monde. Il se peut que vous excluiez des groupes de la participation au dialogue. Il faut être sensible au soutien à offrir aux participants pour qu'ils ne soient pas confus face aux outils que vous proposez. Dans notre dialogue récent, on a utilisé une technologie avec un petit dispositif avec des boutons et cela nivelle le terrain de jeu. Les gens pouvaient répondre par oui ou par non et ça brise la glace avant d'aborder les questions plus délicates, plus difficiles. D'autres technologies, enfin, il y en a toute une liste. Les blogs, les forums, les tribunes de discussion, où l'on raconte son histoire. Mais dans notre examen global, on ne dit pas comment les technologies ont été évaluées dans le cadre. On dit tout simplement, voici les outils qui ont été utilisés. Et il faudra peut-être revenir là-dessus. Alors, comprendre les résultats potentiels. Voilà comment on change les choses avec l'engagement. Il y a le post-engagement aussi. Alors, il y a un capital social qui émerge en invitant les participants à intervenir très tôt dans les étapes de planification. Ça permet un meilleur engagement. Les communautés sont plus portées à s'engager avec vous si vous avez pu faire preuve de respect dans le cadre des partenariats. Et il y a aussi l'aspect rapport. Par la suite, on n'est pas très doué pour cela en général et au niveau gouvernemental, c'est pareil. Les gens vous ont donné leur temps, ils vous ont raconté leur vécu. Ça a été difficile par eux. Et il faut boucler la boucle et dire, même si vous ne savez pas exactement comment ces décisions ont des ramifications, il faut être clair quant au processus, au rôle des gens. Ça les encouragera peut-être davantage à participer malgré les obstacles, surtout par la suite. Et l'autre effet positif, c'est que les gens qui s'engagent, comme c'est le cas de nos partenaires, eh bien, ils contribuent plus loin et plus tard. Ils participent à la vie civique par la suite. Et je regarde Claudia, notre partenaire patiente, qui s'engage dans tellement d'autres activités avec tellement d'autres organisations à l'extérieur de ce partenariat seul. Et il s'agit d'inviter les gens à participer. C'est habilitant. Ça donne aux gens l'impression que les gouvernements sont à l'écoute. Alors, d'autres résultats potentiels de l'engagement. Il y a l'élaboration de groupes, il y a de nouveaux dirigeants, chefs de file qui se dégagent. Dans le cadre de discussions avec de nouveaux venus, de nouveaux immigrants, ils nous disent que ces discussions les aident à mieux se retrouver dans le système. Ça les habilite à utiliser leur voix pour poser des questions au sujet des soins pour eux-mêmes ou leur famille. Alors, je vous invite à regarder cette diapo. C'est écrit tout petit. Alors, je passe à la suite. Vous regarderez cela dans notre rapport. Alors, ce que nous savons au sujet des processus de PPD, nous savons que l'équité doit être au premier plan et interreliée. Ça n'est pas un ajout. Il ne s'agit pas de rajuster les chiffres pour trouver un espace inclusif. Il s'agit d'intégrer les gens dans la coparticipation, le co-design. Vous voulez veiller à ne pas demander aux gens de faire votre travail à votre place. La co-conception, c'est formidable pour réunir les gens autour de la table, pour parler du recrutement jusqu'à l'étape de l'évaluation. On veut qu'il y ait suffisamment de soutien pour faciliter ce processus. Tout le monde a vu ce dessin qui fait ressortir la différence entre l'équité et l'égalité. Et dans le monde de l'engagement, en termes pratico-pratiques, ça veut dire tendre la main pour inclure des voix qui manquent dans l'échange et veiller à ce que chaque personne ait les outils dont elle a besoin pour participer. Alors, interprétation, laisser passer pour prendre l'autobus, service de garderie. Il faut que la participation soit possible pour tous. Ça ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Souvent, c'est intimidant et il est important d'asseoir cela sur les besoins à partir
du vécu de ces personnes, de leur vérité, concrètement. Donc, j'arrive maintenant au cœur de notre balayage, de notre étude globale. Pour mieux échanger et participer, et on sait qu'une formule taille unique n'existe pas, donc il faut apprendre. Et les considérations clés, qu'est-ce qui a bien fonctionné, pourquoi? Quelles sont les mesures clés de la réussite? Quels sont les éléments transférables? Et cela nous bascule dans l'avenir. Il s'agit d'identifier ce qui a fonctionné. Et on a eu du mal à identifier des études avec des éléments évaluation. Et il y a certains aspects que nous faisons bien, les choses plus faciles. Ça comprend les rétroactions à la fin des séances concernant les évaluations préalables et suite à l'événement, l'apprentissage et les changements d'attitude au niveau individuel. Mais nous manquons la méta-analyse concernant les résultats et les évaluations. Et aussi dans ce cas, en essayant de faire la recherche des évaluations de la technologie, c'est assez difficile. Et cela est à l'extérieur des rares examens académiques, des endroits tels que la tribune maîtrise sur la santé. D'autres groupes font cela en partenariat avec ceux qui engagent, et c'est une façon de le faire. Et ça se comprend parce que ça prend de l'argent, ça prend du temps, il faut revenir et c'est un processus plus long et la plupart d'entre nous, une fois l'engagement terminé, nous passons à la prochaine chose. Donc, il s'agit de réfléchir pour faire revenir ces connaissances et développer une communauté de pratique. Et c'est ce qui manque. Et je ne suis pas certaine. C'est une question sur comment procéder à l'évaluation ensemble. Donc, en ce qui concerne l'objectif, nous voyons des lacunes en matière d'évaluation. Nous avons essayé très fort de trouver des études et nous pensions être inondés d'études, mais ce n'était pas le cas. Nous avons trouvé 25 qui touchaient ces critères. Donc, la citation finale que je vais vous laisser, c'est que les lacunes concernant les pratiques exemplaires, cela promet très bien pour faire davantage de travail pour faire avancer la compréhension et le travail dans ce domaine. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et nous anticipons avec plaisir développer les prochaines étapes après avoir appris à cette tribune. Et donc, je suis prête à recevoir vos questions. Merci.